Ok, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer maintenant. Vous pouvez poser des questions ou des commentaires dans la boîte des questions-réponses. J'aimerais maintenant céder la parole à notre modérateur. Leandro, à vous. Merci beaucoup, Camélia. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire S'engager pour les droits des enfants et la résilience dans le secteur de l'éducation, lancement régional du cadre régional pour la sécurité scolaire, CSSR 2022-2030 pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Cet événement est co-organisé par les groupes de travail régional d'éducation en situation d'urgence et GADRES, l'Alliance mondiale pour la réduction des risques de catastrophes et la résilience dans le secteur de l'éducation. Je m'appelle Leandro Salazar Liévano et je suis conseiller régional d'éducation au Conseil nord-américain pour les réfugiés et collègue du groupe de travail régional sur l'éducation en situation d'urgence. Je suis honoré de modérer aujourd'hui cet événement important pour la région Afrique de l'Ouest et centrale. Ce webinaire francophone sera suivi donc d'un webinaire anglophone avec interprétation en portugais demain à la même heure. Nous vous enverrons le lien d'inscription à la fin de ce webinaire. La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est composée de 24 pays avec des contextes, des environnements naturels et des besoins en matière d'éducation en situation d'urgence et de résilience très divers. Face à l'ampleur des risques auxquels la région est confrontée, à leur nature hautement dynamique et complexe, des conflits au changement climatique, en passant par les aléas naturels, les enfants sont parmi les plus vulnérables. Les systèmes éducatifs sont profondément affectés. À travers la région, au moins 57 millions d'enfants ne sont pas scolarisés et plus de 13 000 écoles sont actuellement fermées ou non opérationnelles en raison de l'insécurité. Ce qui compromet l'avenir des enfants, mais surtout celui des filles qui sont les plus susceptibles d'être déscolarisées, victimes de mariages précoces ou forcées de suivre des stratégies d'adaptation négatives. Les conflits dans la région ne montrent aucun signe d'apaisement et continuent de faire payer un lourd tribut aux civils. Des millions de personnes sont prises en étau entre des groupes armés, non étatiques, des violences intercommunautaires et des opérations militaires, et sont obligés de fuir leur foyer pour se mettre à l'abri. Dans les pays côtiers limitrophes du Burkina Faso, la situation se détériore en raison de retombées du conflit dans le Sahel central. Et des mesures doivent être prises d'urgence pour lutter contre l'insécurité. Les crises se chevauchent et rendent encore plus difficile la prise en charge des besoins éducatifs des enfants. 14 années de conflit et d'insécurité ont déraciné les communautés, détruit les moyens de subsistance et aggravé les conditions socio-économiques des populations touchées dans les pays du bassin du lac Tchad. Le Tchad et la République centrafricaine étant désormais confrontés à un afflux massif de réfugiés provenant du Soudan. Au cours des dernières années, les effets du changement climatique se sont intensifiés dans la région, affectant les droits des enfants à l'éducation de différentes manières, à travers un large éventail de risques du Sahel touché par la sécheresse, mais aussi par les inondations, aux petits États insulaires en développement, touchés à la fois par des événements météorologiques extrêmes et des processus à évolution lente tels que l'élévation du niveau de la mer. En outre, presque tous les enfants dans tous les pays ont été touchés par la pandémie du COVID-19, directement par la fermeture des écoles et indirectement par l'impact sur les revenus familiaux, l'accès à l'emploi, la santé et la protection. Les efforts de retour à l'école continuent de remédier à cette réalité. Le droit à l'éducation est un droit fondamental, quelle que soit la situation politique et sécuritaire du pays dans lequel il est exercé. Nous devons toutes et tous garantir aux enfants et aux jeunes un avenir meilleur dans la région. Le CSSF, que nous lançons aujourd'hui dans la région Afrique de l'Ouest et centrale, offre au gouvernement un moyen de protéger les enfants et les écoles de tous les risques et de tous les dangers dans le secteur de l'éducation. Pour notre agenda d'aujourd'hui, nous commencerons donc par un discours d'ouverture par le directeur régional et représentant de l'UNESCO en Afrique centrale, suivi d'une introduction au CSSF 2022-2030. Ensuite, des déclarations de la part des jeunes leaders, des représentants de plusieurs gouvernements de la région et des partenaires, et des remarques finales de la part de la conseillère régionale d'éducation au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En raison d'un ordre toujours chargé, il se peut que nous n'ayons qu'une courte séance de questions-réponses. Nous vous encourageons donc à publier vos commentaires, questions dans la boîte à questions-réponses au fur et à mesure.
Et maintenant, nous ouvrons ce webinaire avec M. Paul Couster, excusez-moi, directeur régional et représentant de l'UNESCO en Afrique centrale, qui va présenter un peu discours d'ouverture. À vous la parole, M. Couster. Bienvenue. Merci, Monsieur Salazar Liévaro. Je veux d'abord vérifier si l'on m'entend bien. Si vous pouvez me dire si l'on m'entend On vous bien. entend très bien. On vous Oui, très bien. entend. Merci beaucoup. Et vous avez déjà bien posé le paysage, hein, les sujets d'importance qui nous réunissent aujourd'hui. Donc, chers représentants des gouvernements de la région et partenaires, chers participants, mesdames et messieurs, le moment est important en effet qui voit ce lancement pour présenter le cadre global de sécurité scolaire 2022-2030 actualisé dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je salue la participation de tous nos éminents intervenants et les remercie parce qu'il fallait du leadership et ainsi que tous ceux qui les entourent dans la promotion de la sécurité et de la résilience des écoles dans le secteur de l'éducation. Il est très important de réunir ici les ministères champions, les jeunes, les partenaires techniques, les donateurs autour d'une même table, car nous avons besoin de toutes les mains pour atteindre les objectifs du CSSF. Quelles sont nos convictions communes, en effet? D'abord, des droits inaliénables de chaque enfant, droit à la sécurité, à la protection, un développement holistique, à la participation active. Et ces droits doivent et peuvent trouver leur pleine expression dans nos écoles. L'Afrique de l'Ouest et du Centre se caractérise par des contextes divers, des environnements variés, des paysages sociaux et politiques distincts, mais ce qui nous unit est la nécessité de faire front commun face à des défis qui mettent en péril nos institutions éducatives, qu'il s'agisse des conflits, des aléas climatiques ou d'autres menaces à la sécurité de nos jeunes enfants et de leurs éducateurs. Selon le rapport annuel publié par l'Observatoire des déplacements internes en 2022, sur environ une décade, 2012 à 2021, plus de 11 millions d'enfants de moins de 14 ans ont été déplacés à l'intérieur de leur pays et leur éducation a été gravement perturbée en raison de conflits et de catastrophes. Ce chiffre, qui ne concerne qu'une partie des enfants qui nous intéressent ici, continue d'augmenter à mesure que les violences politiques, les crises prolongées, les attaques de groupes extrémistes, les épisodes climatiques extrêmes s'intensifient dans la région. Ainsi, en Afrique de l'Ouest et centrale, les enfants de pays tels que le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, le Mali et le Nigeria, on s'arrête, mais la liste peut continuer. Eh bien, ces enfants subissent de graves conséquences avec cette nature politique, mais aussi dont les effets se conjuguent, se croisent, parfois avec les épisodes dits naturels, mais qui ne sont pas si naturels que ça, les conditions météorologiques extrêmes ou l'insécurité alimentaire. Donc la matérialisation de ces menaces a des répercussions permanentes et complexes sur le développement des enfants et des sociétés, et nous avons des effets plurigénérationnels. Donc, ces impacts sont liés et exacerbés par les inégalités de genre, de handicap, de statut social et économique, laissant les enfants les plus marginalisés dans une situation de vulnérabilité inacceptable. Donc, face à cela, que peut le CSSF actualiser pour la période 2022-2030? C'est d'abord un outil concret au service de toutes les parties prenantes pour renforcer leur réponse à des crises souvent difficiles à caractériser. Mais après cette phase de diagnostic, il faut planifier l'éducation en tenant compte des risques et en trouvant les solutions de financement, ce qui est un défi. Il s'agit d'une approche multirisque avec bien des aléas pour protéger les enfants dans et par l'éducation et d'un cadre pratique pour réaliser des progrès urgents au faveur de la multitude de droits et dans l'agenda du développement durable. L'Alliance a déjà des succès dans son travail pour la réduction des risques de catastrophes et la résilience dans le secteur de l'éducation. Cette alliance mondiale
avec ce sigle un peu compliqué, la GADRRRES, mais c'est avant tout une alliance. Elle a collaboré étroitement avec différentes régions pour faire avancer la mise en œuvre du CSSF. Et dans de nombreux pays, les agences nationales de gestion des catastrophes, les ministères de l'Éducation et de l'Environnement travaillent déjà ensemble pour améliorer la sécurité des écoles à tous les niveaux. Donc, il est grand temps d'augmenter, de promouvoir à nouveau et de renouveler l'énergie sur ce travail en bâtissant sur les progrès déjà réalisés par les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et les membres du GADRES, y compris l'UNESCO, sont prêts à accompagner et continueront à accompagner leurs partenaires gouvernementaux et ceux de la société civile au niveau national et local pour développer des plans d'urgence pour l'éducation, réviser les programmes scolaires pour intégrer la réduction des risques de catastrophes et la résilience climatique, engager les enfants et les élèves dans des campagnes de sensibilisation. Donc, nous espérons que le lancement de ce CSSF renouvelé contribue à un renouvellement du partenariat en lui-même et à travers lequel l'éducation sera plus que jamais prioritaire, non seulement en raison de l'exposition du secteur à de nombreux risques, mais aussi parce que l'éducation est un droit et un élément clé pour s'attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité et renforcer la résilience. Donc, je remercie à nouveau tous les participants et vous souhaite une conversation et des engagements les plus fructueux possibles. Je vous remercie. Monsieur Pousser, merci beaucoup. Merci aussi à l'UNESCO de l'appui soutenu au cadre. Et aussi, je retiens donc la nécessité de faire front commun à un appui des 11 millions d'enfants déplacés qui ont vu leur éducation perturbée ou interrompue et les besoins de assurer la continuité de l'éducation de ces enfants dans un contexte aussi divers comme le nôtre. Merci beaucoup encore, Monsieur Pousser. Très bien. Nous nous tournons à présent vers David Ounaoté, si j'ai bien prononcé ton nom de famille, David, de GADRES pour une introduction du cadre global pour la sécurité scolaire, CSSF 2022-2030, et peut-être un aperçu des bons pratiques dans la région d'Afrique de l'Ouest et centrale. À toi la parole, David. Bonjour et merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Nous allons en effet vous présenter en quelques minutes le cadre global pour la sécurité scolaire 2022-2023. Pour cela, nous allons commencer par visionner une courte vidéo, un résumé du lancement mondial du cadre en 2022 qui résume les points clés. S'il vous plaît, je ne vous entends pas. Allô? Human actions have created the climate crisis. So, children from Pakistan to England and small island developing states such as mine are on the front line of the climate crisis, leaving education and basic school safety up in the air. The program has reached 27,000 schools in Indonesia, resulting in regional policies on CSS along with guidelines and modules for the implementation. Major strategies have been implemented individually in different Caribbean countries to improve school safety. 19 countries are signatory to the CSSI. When we look at the goals of the Comprehensive School Safety Framework, we see 3 key goals here where we are absolutely aligned with you and which makes us so eager to support and endorse the Comprehensive School Safety Framework.
As Save the Children, I can confirm today that we are endorsing this new framework and we will be applying it in our work around the world and with our partners. I think this new iteration of the CSSF comes at a very timely moment when there are more threats than ever facing education. And I really feel that its importance can't be overstated. We're taking a strong collaboration approach across all partners, as well as a whole of society approach that's reflected in this socio-ecological model that underpins the CSSF. Really, the idea is to bring everyone together to address some of these hazards, right down from the household level up through to the systems level. This is really a critical step, a condition, so to say, for building resilience, so that all children and all students can learn in schools where they are safe and protected. Children's learning, particularly at a time of crisis, needs to be prioritized. Marginalized children need to be prioritized. And it's absolutely critical for each and every one of those children, but for their families, communities, and countries as a whole, that indeed we are successful. The areas that we've really tried to focus on collectively as an alliance for the framework have been, number one, to really look at protecting learners, educators, and staff in schools and other learning spaces. To look at strengthening education protection continuity and really limiting the disruptions to learning that children have been facing, and also to promote knowledge and skills of learners and duty bearers in relation to risk reduction and resilience building. We believe that this framework will provide countries and partners with a coherent approach to the multiple risks that face children as they try to go to school and learn. Our Prudence Foundation fully supports and endorses the work by the Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Educational Sector, GADRES, to produce the revised Comprehensive School Safety Framework to protect children's education from all hazards and risks. One of the major efforts we've made as an alliance is to try and ensure that there's strong alignment between the CSSF and a number of different interrelated global frameworks that are supporting safety, resilience, DRR in the education sector for children. Countries and partners should endorse the framework to collectively escalate their ability to protect education from the ravages of war and other hazards, and ensure that students and educators can learn and teach in safety and acquire the knowledge and skills to build more resilient, just and peaceful society. Government and community should come together in improving school facilities so that learning is accessible and pleasant for every child. I think we should look back at the Convention of the Rights of the Child, as the aims of education hopes to help the children live peacefully and protect the environment. Voilà, nous espérons que vous avez pu suivre cette vidéo qui sera partagée avec vous et qui est aussi disponible en ligne. Donc, quelques éléments de synthèse pour conclure. Tout d'abord, les 4 éléments clés du cadre. Le premier, c'est ce qu'on appelle le pilier fondation, qui vise à promouvoir des politiques et des systèmes habilitants faisant de la sécurité scolaire une priorité nationale. Le pilier 1 concerne la protection à travers des infrastructures scolaires plus sûres. Le pilier 2, la préparation, en garantissant la continuité des services éducatifs, même en temps de catastrophe. Et le pilier 3, l'apprentissage, à travers l'éducation à la réduction des risques et à la résilience. Il y a bien sûr des priorités transversales, notamment la prise en compte de l'inclusion et du genre. Donc, par ailleurs, comme vous avez pu l'entendre, le CSSF 2022-2030 suit une approche tout risque, tout aléa, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Lors de la révision du cadre en 2022-2021, plusieurs éléments et dimensions ont été ajoutés, notamment la prise en compte des aléas biologiques dans le contexte de la pandémie de Covid-19
et aussi la dimension conflit et violence. Enfin, nous souhaitons partager avec vous quelques activités de suivi à ce webinaire pour promouvoir le CSSF dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre. La première activité est une enquête de base sur la sécurité scolaire qui va être diffusée auprès des 24 gouvernements de la région. Voici le lien pour y répondre. Vous le retrouverez dans le chat. Nous comptons aussi organiser une série de webinaires de lancement du CSSF au niveau national pour un peu approfondir les discussions et le dialogue que nous lançons aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, l'ensemble des acteurs sont invités à promouvoir le CSSF, ce qui commence par son approbation et un soutien à sa mise en œuvre. Et pour cela, GADRES et le groupe de travail éducation en situation d'urgence mettent à votre disposition différents outils d'appui technique. À plus long terme, évidemment, l'objectif, c'est l'opérationnalisation du CSSF 2022-2030 et un suivi de sa mise en œuvre. Merci pour votre attention. Et je redonne la parole au modérateur. Merci beaucoup, David. Merci pour cette présentation pleine d'informations et pour le lien partagé dans le chat sur le CSSF. Veuillez noter que le cadre est également disponible sur la même page web en anglais, portugais et espagnol, entre autres langues. Passons au prochain point de notre ordre du jour. Tous les enfants et jeunes ont les droits fondamentaux à l'éducation. Pourtant, des millions d'enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre vivent avec la menace de perdre des journées d'apprentissage en raison des conflits, du changement climatique, d'aléas naturels et d'autres menaces. Les jeunes leaders ont donc le double rôle de détenteurs de droits et de devoirs. Et aujourd'hui, nous avons deux de ces leaders provenant du Sénégal et de la République démocratique du Congo qui partageront avec nous leur vision de pourquoi la sécurité scolaire est nécessaire pour transformer l'éducation et leur avenir. Jeanne, bonjour et bienvenue. Jeanne Diambone Badji, merci Jeanne, est une jeune activiste pour les droits des filles et pour l'action pour le climat au Sénégal. À toi la parole, Jeanne. Bienvenue. D'accord, bonjour. Je m'appelle Jeanne Diambone Badji et j'ai 16 ans. Je suis jeune fille de la plateforme droits des filles et jeune femme de Plan International Sénégal qui mène des plaidoyers pour le respect de nos droits. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation très inquiétante ici au Sénégal, c'est-à-dire les changements climatiques. Au fil des décennies, le Sénégal a connu des variations saisonnières et des changements climatiques significatifs. Cette situation se manifeste le plus dans la banlieue, où les couches vulnérables de la société subissent des dégâts importants. Les filles sont les plus affectées lors de ces catastrophes. Comme la plupart des écoles du Sénégal, les écoles de la banlieue ont fait l'objet d'une évaluation profonde quant à leur sensibilité aux effets du changement climatique. Il a été non seulement constaté que beaucoup d'écoles sont confrontées à de la stagnation des eaux de pluie, mais aussi qu'il y a des écoles qui sont utilisées comme abris par les familles encore touchées par les inondations. Pour certains habitants, vu qu'ils n'ont pas d'abri, ils se dirigent donc vers ces écoles. Ainsi, on rencontre beaucoup de conséquences sur d'innombrables plans. Guédiawaye, Keur Massar et même Malika en sont des exemples. Des exemples où certaines écoles sont même jusqu'à quelques semaines de la rentrée des classes encore bornées d'eau. Ainsi, les enfants qui étudient dans ces écoles rencontrent souvent des problèmes, tels que le fait de devoir s'asseoir en ayant les pieds dans l'eau, ce qui peut poser un problème sur les activités pédagogiques. En plus de cela, nous avons des conséquences sur le plan sanitaire. Nous constatons que beaucoup d'enfants contractent des maladies telles que la diarrhée, le choléra, le paludisme, etc. Il n'est pas exclu que certains développent des troubles psychologiques du fait de la perte de proches, de logement ou bien des moyens de subsistance. Au niveau communautaire, il y a des risques majeurs de famine. Cela peut juste s'expliquer par le fait que lorsque les inondations submergent les champs, il y a une diminution des rendements agricoles. Ainsi, on assiste à une augmentation des prix des denrées. Et comme certains parents n'ont pas les moyens de s'en procurer, les enfants sont alors obligés de vivre dans la famine. Les filles sont les personnes qui subissent les dégâts les plus importants
lors des changements climatiques, car, d'une part, les inondations renforcent la vulnérabilité des filles à poursuivre le cursus scolaire et renforcent les inégalités à leur endroit. D'autre part, dans des conditions climatiques extrêmes comme la sécheresse ou les inondations, les filles sont obligées de travailler plus en famille, en appui à leur maman, ce qui leur laisse moins de temps pour elles, pour prendre soin d'elles, ou bien même s'occuper de leur éducation. Ajoutons à cela le fait que leurs voix ne sont pas prises en compte dans les prises de décision sur la gestion des effets du changement climatique. Mais face aux effets dévastateurs des changements climatiques, certaines dispositions peuvent être prises en compte, notamment la sensibilisation pour une prise de conscience massive des effets du changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le renforcement de la capacité d'adaptation des couches vulnérables, une meilleure prise en compte des effets du changement climatique dans l'élaboration de la politique, des stratégies, des programmes nationaux, y compris l'éducation, la mise en place de plans de contingence au niveau communautaire et dans les écoles pour une gestion efficace et locale des effets du changement climatique, la revue des normes et des standards nationaux pour renforcer la résilience et l'inclusion, la promotion du financement local en faveur des initiatives de lutte contre les effets du changement climatique. Enfin, et pour finir, j'aimerais lancer un appel au gouvernement pour qu'il approuve et mette en œuvre le cadre global pour la sécurité à l'école afin d'aider à faire face aux risques de catastrophe tout en tenant compte de la dimension de genre dans l'élaboration des politiques et des programmes. Merci beaucoup. Merci de votre aimable attention. Bien, merci beaucoup pour ces mots. Je retiens donc un message très puissant. Merci beaucoup encore, Jeanne. En fait, vous avez fait le lien avec les problèmes de santé liés aux catastrophes naturelles, précisément les inondations et leur impact sur l'éducation et la protection des enfants et des jeunes. Également, un appel pour la mise en œuvre ou le développement des programmes de contingence au niveau national, la revue des standards nationaux et votre appel au gouvernement en appui ou pour l'appui du cadre global pour la protection scolaire. Merci beaucoup, Jeanne, pour ce message. Très bien. À présent, nous allons écouter Manuel Ntumba de la RDC. Manuel a enregistré son intervention en tant que président d'AIA, le comité consultatif jeune de l'Union africaine pour la réduction des risques de catastrophe. Nous allons écouter donc une intervention préenregistrée de la part de Manuel. Invités et délégués distingués, mesdames et messieurs, du protocole observé, je me nomme Manuel Ntumba. J'ai récemment été élu à la tête du conseil consultatif de l'Union africaine, de la jeunesse de l'Union africaine sur la réduction des risques de catastrophe. Donc nous travaillons sous l'unité en charge de la réduction des risques de catastrophe de la Commission de l'Union africaine. Donc c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de donner un discours à l'occasion du lancement officiel pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale du cadre global sur la sécurité dans les écoles allant de 2022 à 2030. Donc en voyant de près les piliers clés de ce cadre qui se focalise sur la sécurité des installations d'apprentissage, mais également qui se focalise sur la gestion de la sécurité dans les écoles. Et en troisième point, qui se focalise sur l'éducation, sur les risques, sur la réduction des risques, mais également sur la résilience. J'aimerais donc focaliser mon discours sur 4 aspects. Le premier étant l'inclusion de la jeunesse. Donc, en considérant le fait que plus de 60% de la population du continent africain a moins de 25 ans, donc il est important de donner la voix à la jeunesse, de permettre aux jeunes d'être représentés dans les prises de décision, dans l'élaboration des politiques et les prises de décision qui affectent directement ces jeunes. Le deuxième point, c'est le renforcement des capacités. Donc, lorsque les équipements ou des outils sont donnés à une communauté, il est important de s'assurer également qu'ils ont la capacité ou bien qu'ils savent l'utiliser. Donc, il est important d'avoir ces équipements dans les langues locales de ces communautés, ou bien de s'assurer qu'au moins une personne de la communauté soit capable de maîtriser l'utilisation
de ces équipements, de ces outils en français ou en anglais, ou bien dans la langue nationale, et que cette personne puisse être capable de traduire et de faire apprendre au reste de la communauté. Donc le troisième point va se focaliser sur l'inclusion du genre. Bon, il est important pour nous donc, de faire promouvoir la femme et les filles donc dans ce cadre global sur la sécurité dans les écoles. Le quatrième point donc, qui est très important, c'est l'inclusion des personnes à handicap. Donc je dirais que c'est très important parce que beaucoup d'acteurs, donc beaucoup de stakeholders dans ce domaine, donc de réduction des risques de catastrophes, sont déjà en train de travailler là-dessus. Donc c'est important pour nous de nous assurer que les équipements, les infrastructures qui seront distribués, mais qui vont être mis à la disposition des différentes communautés, et soient adaptés également aux personnes qui portent des handicaps spécifiques. Donc, merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Merci à Jean et à Manuel d'avoir soulevé ces points essentiels sur l'inclusion de la jeunesse qui aujourd'hui dans la région représente plus de 60% de la population. L'importance de le renforcement des capacités et l'inclusion du genre des besoins spécifiques dans tout effort en appui de la sécurité scolaire et une majeure implication des gouvernements en faveur de ce cadre global. Merci beaucoup encore à Jean et à Manuel. Cette année marque le 10e anniversaire de l'introduction de la version originale du CSSF. Au cours de ces années, de nombreux pays ont utilisé le cadre, bien que moins connu en Afrique de l'Ouest et centrale que dans certaines autres régions. Plusieurs pays de notre région ont également réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la sécurité scolaire. Aujourd'hui, les représentants des gouvernements du Cameroun, du Mali et du Togo vont partager leurs expériences avec nous. Je souhaite donc tout d'abord convier Mme Hortensia Mundi du ministère de l'Éducation de base du Cameroun à prendre la parole. Mme Mundi, à vous la parole. Merci. Merci de m'avoir passé la parole. Je m'appelle Hortensia Mundi, inspectrice de pédagogie nationale et point focal pour l'éducation accélérée au ministère de l'Éducation de base au Cameroun. Mon exposé sera articulé sur les points suivants. Introduction et contexte, l'état des lieux, les réalisations, les défis ou problèmes rencontrés, les perspectives et les attentes. Le Cameroun a été durement touché par 4 crises majeures qui sont les insurrections et menaces répétées de Boko Haram, le conflit en République centrafricaine, les troubles sociopolitiques du Nord-Ouest-Sud-Ouest et la crise du Covid-19. Tout cela a eu des effets dévastateurs sur la population tels que la destruction des biens dans les écoles, le déplacement des milliers de personnes, dont les enfants en âge scolaire, la fermeture des écoles, l'exposition des populations aux attaques, aux risques naturels et autres. Sur la base de ce qui précède, le ministère de l'Éducation de base a introduit dans ses programmes d'études maternelles et primaires un apprentissage par projet des matières ou disciplines telles que le développement personnel et les sciences humaines et sociales, avec des composantes qui permettent de développer l'esprit entrepreneurial, l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que les attitudes en matière de sûreté et de sécurité chez les jeunes. Le ministère de l'Éducation de base n'a peut-être pas de politique nationale de gestion des catastrophes, mais il a pris des mesures suivantes pour assurer la protection des écoles et la continuité de l'éducation en tant que droit fondamental
malgré les crises en cours. Il s'agit de la signature de la Convention sur la sécurité scolaire en septembre 2018, l'organisation en novembre 2019 d'un atelier de plaidoyer pour vulgariser la dite déclaration et ses lignes directrices de mise en œuvre, la formation de plus de 3500 enseignants et encadreurs sur le soutien psychosocial et la réduction des risques de catastrophes et la résilience. L'élaboration en 2019 d'un programme et d'un guide spécial pour les enfants non scolarisés et déscolarisés, la formation et le suivi d'enseignants spéciaux qui dispensent des cours dans des espaces d'apprentissage temporaires érigés à proximité des camps d'installation, la production des contenus d'apprentissage sous forme imprimée, radiophonique, télévisée et en ligne, comme mesure pédagogique alternative pendant la pandémie de COVID-19. Le déplacement des apprenants des zones rouges et jaunes aux zones vertes où les écoles publiques et privées fonctionnent normalement. La construction des clôtures scolaires, l'emploi de gardiens d'école et l'utilisation des machines de détection dans les écoles. La formation sur les droits de l'enfant et les droits des réfugiés, la formation des acteurs de l'éducation sur la gestion des conflits, l'atténuation des violences, la lutte contre les violences, la formation sur l'élaboration des plans de préparation aux situations d'urgence dans les écoles. Les défis. Comme défi, nous avons entre autres des crises persistantes créant des déplacements constants, les attaques sporadiques continues contre les écoles et l'exposition du personnel enseignant à des risques. Les perspectives, les attentes et la conclusion. Le Cameroun a adopté une approche holistique et systématique des situations d'urgence en matière d'éducation, travaillant avec la société civile, les partenaires financiers et techniques et les ministères partenaires pour résoudre les problèmes de sûreté et de sécurité dans les écoles, les urgences et les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Cela repose sur 3 piliers, à savoir un environnement d'apprentissage protecteur, la continuité de l'école, ainsi que la coordination et le plaidoyer. Nous espérons que le présent forum offrira des opportunités de nouveaux moyens et mécanismes pour accroître et améliorer nos efforts. Je vous remercie beaucoup de votre aimable attention. Merci pour votre message, Madame Moudi, venant du Cameroun. Je souhaite maintenant la bienvenue à Monsieur Mamadou Kanté du ministère de l'Éducation du Mali, partager son expérience, ou plutôt l'expérience du Mali. Je vous donne la parole, Monsieur Kanté. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Leandro, médiateur, modérateur de cette rencontre. Bonsoir, distingués participantes et participants au lancement en Afrique de l'Ouest et du Centre du cadre global de sécurité à l'école. Nos vifs remerciements aux organisateurs pour l'invitation du Mali à cette rencontre qui va nous permettre de partager notre modeste expérience en matière de protection de l'éducation et bien sûr nous enquérir de celles des autres. En effet, depuis janvier 2012, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle qui affecte négativement tous les secteurs de développement du pays. Le secteur de l'éducation, qui regroupe les couches sociales les plus fragiles, est certainement celui qui est le plus affecté. Tout au long de cette crise, les écoles sont détruites, brûlées, utilisées comme base, comme casernes. Des enfants et des enseignants sont enlevés, détenus de manière arbitraire, mutilés et même tués. Le dernier rapport du cluster éducation
dénote qu'au mois de mai 2023, 1546 écoles sont fermées, privant ainsi 463 800 enfants de leur droit à l'éducation et démotivant 9 276 enseignants. Face à cette situation, le Mali a pris beaucoup de dispositions pour répondre à cette crise multidimensionnelle. Et cette présentation s'articulera essentiellement sur l'une des mesures, des dispositions. Il s'agit de l'initiative de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Et le Mali a donc endossé cette déclaration le 1er février 2018. Et pour assurer donc une mise en œuvre efficiente et efficace de cette déclaration, le Mali a mis en place des organes de gestion. Il s'agit d'un comité technique national, des comités techniques régionaux et des comités techniques locaux au niveau des cercles. Les comités techniques nationaux, régionaux et locaux se composent de représentants des pouvoirs publics, des organisations de la société civile et des partenaires au développement. Si je prends par exemple le niveau national, le comité national se compose de 9 ministères, de 2 organisations de la société civile, il s'agit du Parlement des enfants et de la COMAD, de 2 agences des Nations Unies et de 4 organisations non gouvernementales. Avec la mise en place donc de ce bureau national, les acteurs ont été responsabilisés au niveau national pour la mise en œuvre. Les comités techniques régionaux et locaux suivent à peu près la même composition dans leur mise en place. Maintenant, pour mettre efficacement en œuvre, des actions de mise en œuvre donc ont été initiées. Ainsi, pour mieux coordonner, gérer et suivre la mise en œuvre de l'initiative, les comités techniques élaborent chaque année des plans d'action annuels. Et comme objectif majeur, il s'agit d'assurer une meilleure coordination des activités du comité. Il s'agit de renforcer les capacités des parties prenantes. Il s'agit d'assurer une large vulgarisation de la déclaration. Il s'agit également de participer aux différentes rencontres. Au stade où nous sommes, beaucoup de bonnes conduites ou de bonnes pratiques sont engrangées. Je m'en vais citer entre autres, au niveau de la coordination des activités de fonctionnement, ça nous a permis la tenue régulière des réunions ordinaires et extraordinaires, le suivi de l'état de réalisation des activités planifiées. Il s'agit de la coordination également et le suivi des activités des différents comités. Au niveau du renforcement des compétences des parties prenantes à travers des ateliers de formation, des journées de concertation, des forats communautaires, des caravanes, etc. Et là aussi, nous avons pu enregistrer des bonnes pratiques telles que la prise de la décision par les décideurs de l'ouverture d'une consultance pour faire l'état des lieux des textes qui protègent l'éducation au Mali. Il y a eu aussi la prise de la décision de la haute hiérarchie militaire relative à l'arrêt de l'occupation des écoles et de la construction des campements préfabriqués pour héberger les troupes sur le théâtre des opérations. On peut aussi citer la signature d'un engagement des groupes armés conventionnels, signature de l'accord de la paix, la conciliation au Mali, du respect du contenu de la déclaration sur les écoles et les lignes directrices dans leurs activités de tous les jours. Il y a eu aussi, à travers les journées de sensibilisation et les forats communautaires, la conclusion d'accords tacites avec les groupes armés non conventionnels pour la réouverture de certaines écoles, sous réserve de satisfaire, bien sûr, à certaines de leurs exigences. Parmi leurs exigences, il s'agissait de faire la séparation des garçons et des filles dans les salles de classe. Certains ont demandé à ce que le fonctionnement
concomitant de l'école classique et de l'école coranique soit retenu. Et d'autres ont demandé donc l'utilisation de la langue arabe comme médium d'enseignement en lieu et place de la langue française. Et comme autre avantage, la formation des journalistes aussi a abouti à la mise en place du réseau des journalistes et communicants pour la protection de l'éducation en République du Mali. Concernant la vulgarisation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles et les lignes directrices, nous avons procédé à la traduction et à la diffusion dans 4 langues nationales de ces 2 documents. Ensuite, nous les avons confectionnés, les versions françaises et de 2 langues en dépliant et suivi de leur dispatching. Il y a eu également l'organisation d'ateliers de formation, de journées de concertation, de forums communautaires, de caravanes, de sensibilisation, etc. Tout ça pour faire la vulgarisation des 2 documents. En ce qui concerne aussi l'élaboration d'un avant-projet de loi, donc là aussi, cet avant-projet de loi a été élaboré et maintenant c'est soumis à qui de droit pour approbation. Au niveau également de la participation du Mali dans les différentes rencontres, je m'en vais vous signaler que le Mali participe à toutes les rencontres de partage d'expériences auxquelles il a été sollicité. Il s'agit des conférences internationales aux conférences sous-régionales, en passant par les rencontres régionales sous forme de format en présentiel, tout comme en format virtuel. Comme difficulté que nous connaissons, il s'agit de la multiplicité et la diversité des groupes et milices armées. Il y a aussi la poursuite des attaques contre les écoles. Il y a la persistance de l'administration des violations graves à l'encontre des enfants et singulièrement des filles. Nous avons également l'enclavement des zones affectées par l'insécurité. Enfin, nous avons aussi l'insuffisance des ressources financières et matérielles pour la réalisation des activités planifiées. Monsieur le modérateur, donc voilà en gros ce que je peux dire par rapport à la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles au Mali et je reste disponible pour d'éventuelles questions. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Kanté. Du Cameroun et du Mali, nous allons maintenant au Togo pour écouter l'expérience du pays de la part de Madame Tou Amivi Meza du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Madame Tou, à vous la parole. Bienvenue. On ne vous entend pas, madame. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Je tiens sincèrement à vous dire merci d'avoir associé notre ministère, le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat pour cette séance. Merci beaucoup. Pour parler de la sécurité scolaire, il y a la sécurité de l'environnement externe de l'école pour dire que si on n'assure pas la sécurité de l'environnement externe de l'école, elle peut être une menace pour les acteurs de l'environnement interne. Nous avons 2 volets. La sécurité de l'alentour de l'école. Tout récemment, notre pays a eu un arrêté interministériel, le numéro 013/2022, portant interdiction d'occupation des abords immédiats des établissements scolaires et centres de formation technique et professionnelle. C'est pour qu'en cas de danger, l'intervention soit facile. Nous avons également la loi numéro 2022/020 du 2 décembre 2022 relative à la protection des apprenants contre toutes les violences à caractère sexuel au Togo. Nous avons une autre qui a délimité les périmètres scolaires et interdit les passages dans les écoles. Le gouvernement togolais a fait des efforts en mettant des gardiens de sécurité dans les écoles pour veiller à la mise en application de cette loi. Il est important de savoir qu'est-ce qui entoure l'environnement externe de l'école. Voyons si ce sont les maisons qui l'entourent ou c'est une forêt ou un champ. Plaçons-nous dans l'environnement selon que nous sommes en ville ou dans une campagne.
Si nous prenons la campagne, les écoles ne sont pas clôturées. C'est à ciel ouvert. Il y a des passants. Les gens peuvent même porter des cercueils qui viennent passer dans l'environnement scolaire. Alors que ce n'est pas bon pour les enfants, surtout les tout petits des jardins d'enfants, de voir tout cela. Il y a des envahissements de l'école par des animaux domestiques ou sauvages qui peuvent distraire les enfants et perturber les activités. Donc, l'environnement externe peut être une menace. Il peut influencer psychologiquement les enfants. Donc, pour solution, c'est de clôturer l'environnement scolaire, l'aire scolaire, pour que ceux qui sont en interne aient une certaine confiance, une certaine assurance en eux et ne seront pas agressés pour que s'il y a une certaine agression extérieure, et dès qu'on appelle les forces de l'ordre ou les sapeurs-pompiers, qu'ils puissent intervenir rapidement sans qu'il y ait des blocages externes. Dans l'environnement scolaire interne, il faut voir comment les bâtiments ont été positionnés pour que, exemple, s'il y a un braqueur, comme cela s'est passé aux États-Unis récemment, comment les forces de l'ordre peuvent intervenir très rapidement. Il faut que le positionnement des bâtiments tienne compte du schéma d'intervention, par exemple, des sapeurs-pompiers, du schéma d'intervention, par exemple, des forces de l'ordre et de tous les acteurs qui peuvent intervenir en urgence. C'est pourquoi, dans la construction d'un établissement scolaire, il faut chercher le plan du schéma d'intervention des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers, de toute force de sécurité qui peut venir secourir les acteurs s'il y a un problème. L'établissement scolaire ne peut pas être construit sans l'œil des sapeurs-pompiers ou des agents qui peuvent intervenir à tout moment de catastrophe. Exemple, où doit-on placer l'extincteur dans la salle de classe? C'est dans la classe ou à l'extérieur de la classe. Donc, si on parle de l'environnement interne, il faut commencer par les salles de classe qui ne peuvent pas être positionnées n'importe comment. Et il faut aussi prévoir les issues de secours. Donc, ceux qui sont responsables de construction des bâtiments scolaires, par exemple, ne peuvent pas rester en marge des agents de sécurité. Au niveau de la sécurité, quelles sont les valeurs que portent les acteurs de l'école eux-mêmes? Est-ce qu'on les a formés suffisamment? Est-ce que les enseignants sont formés? Est-ce que les élèves sont formés pour qu'ils puissent eux-mêmes être leur propre sécurité? Tous ceux qui incarnent la discipline de l'école, les surveillants, les enseignants, les majors, etc., quelle est leur mission? Quelle est la formation, le cours d'éducation civique et morale qu'on leur donne? Donc, la solution est de les former et de former tous les acteurs sur la sécurité de l'école. Pour assurer la sécurité scolaire, il faut organiser la formation des acteurs pour la sécurité interne, clôturer le domaine scolaire, s'assurer que les infrastructures ne constituent pas un danger pour les enfants, créer une relation entre les forces de l'ordre et l'école, impliquer les mairies dans la gestion sécuritaire de l'école, un agent de sécurité dans chaque école, sensibiliser la population pour la sauvegarde de la sécurité de l'école. Pour conclure, le sujet de la sécurité dans l'environnement scolaire est un sujet assez global qui touche le dispositif de l'environnement externe. Et quand on rentre dedans, on touche les issues de secours, le positionnement des bâtiments, les valeurs de paix, les valeurs d'alerte, les réflexes d'alerte, les réflexes de vigilance que doivent avoir tous les acteurs de la communauté éducative. Quand on parle de communauté éducative, c'est les élèves, les enseignants et tout le corps administratif, tous ceux qui travaillent au sein de l'école dans l'intérêt supérieur des enfants et dans l'intérêt supérieur des travailleurs qui sont au sein de l'école. C'est un peu ce qu'il faut comprendre. Et le dernier élément, c'est ceux qui incarnent la discipline au sein de l'école, les surveillants, les majors, les enseignants, etc. Quelle est la mission qui leur est confiée? Quel est le cours d'éducation civique qu'ils ont reçu sur la sécurité de l'environnement de l'école? Et au cas où il y a quelque chose de grave, qu'ils soient les premiers à agir. Je vous remercie.
Merci à vous, Madame Tou. Merci, Madame Moundi, Monsieur Kanté et Madame Tou et à vos respectifs gouvernements de nous avoir donc partagé les différents efforts du ministère de l'Éducation dans vos pays pour assurer la continuité de l'éducation malgré un environnement à crise multiple, comme vous l'avez soulevé. J'ai pris note donc des différentes initiatives, surtout celles en lien avec la formation des enseignants sur les droits des enfants, la diffusion des contenus éducatifs, également l'endossement de la déclaration des écoles sûres et la mise en œuvre d'un comité de mise en œuvre de cette déclaration au Mali, également la mise en place et l'application des politiques en faveur de la protection des apprenants et des écoles et l'articulation de différents secteurs au-delà de l'éducation. Merci encore pour vos messages très forts. Nous pouvons tous agir dès maintenant pour protéger les enfants et les générations futures. Nous vous invitons tous, agences gouvernementales, agences des Nations Unies, ONG, universités, centres de recherche, secteur privé, écoles et les écoles, à promouvoir le CSSF 2022-2030 et à vous engager à faire de la sécurité scolaire et de la continuité éducative une priorité et une réalité. Nous passons désormais aux interventions des partenaires concernant l'importance et la pertinence du CSSF dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous allons tout d'abord donner la parole à Monsieur Michel Anglade, directeur du bureau de plaidoyer de Save the Children à Genève, au nom de la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques JCPEA. À vous la parole, Monsieur Anglade. Bienvenue. Je vous remercie beaucoup, Leandro. Merci de m'avoir invité à prendre la parole lors de ce séminaire, le lancement du cadre global pour la sécurité scolaire 2022-2030 pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis ravi de participer aujourd'hui à ce séminaire en représentant la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques, souvent connue sous son acronyme anglais GCPA, Global Coalition to Protect Education from Attack, qui est une coalition d'organisations internationales engagées dans la protection de l'éducation lors des conflits armés. Et nous venons d'entendre de la part de plusieurs participantes et participants que malheureusement cette problématique de l'attaque contre l'éducation lors de conflits armés est une problématique aiguë dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le cadre global de sécurité scolaire est très important pour la coalition, pour GCPA, car il fournit une stratégie intégrée pour répondre à toutes les différentes formes de dangers et de risques auxquels les étudiants et les éducateurs sont confrontés, en reconnaissant qu'ils subissent souvent ces risques de manière simultanée et donc qu'ils ont besoin de réponses globales, holistiques, capables de traiter et de mitiguer tous ces risques en même temps. L'éducation fait l'objet d'attaques dans le monde entier. En 2022, GCPA a recensé plus de 3000 attaques contre l'éducation, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. La même année, plus de 6700 étudiants et éducateurs ont été tués, blessés, enlevés, arrêtés et ont subi d'autres préjudices dans le cadre d'attaques contre les écoles. C'est une augmentation de 20% par rapport à 2021. L'utilisation militaire des écoles a également augmenté en 2022 avec plus de 600 cas signalés. Malheureusement, l'Afrique de l'Ouest et du Centre a continué d'être une des régions dans lesquelles les attaques contre l'éducation sont les plus fréquentes. La GCPA a par exemple recueilli plus de 200 incidents signalés d'attaques contre l'éducation en République démocratique du Congo. Et au-delà de ces attaques, de nombreuses écoles restent fermées à cause de l'insécurité générale dans plusieurs parties du pays. Au Mali, nous venons d'entendre de manière très éloquente de la part de M. Kanté l'impact aussi du conflit sur l'éducation. GCPA a également au Burkina Faso recensé plus de 120 attaques l'an dernier contre des écoles. Toutes ces attaques, il faut bien le voir, ont un impact massif contre l'éducation. Nous avons des centaines de milliers d'enfants qui, à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sont privés de leur droit fondamental d'accès à l'éducation à cause de ces attaques-là. Ces attaques, souvent, marquent pour des enfants la fin de leur éducation, c'est-à-dire que les écoles sont attaquées, les enfants ne vont plus à l'école, mais les enfants ne retournent jamais à l'école. C'est donc
un problème majeur auquel nous sommes confrontés. Nous voyons aussi que l'utilisation militaire des écoles a une incidence très forte sur l'accès à l'éducation et aussi des conséquences sur la protection des enfants lorsqu'ils vont à l'école. C'est pourquoi, du CPA, nous appelons à tous les États à approuver la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Et M. Kanté du Mali vient d'en parler, de cette déclaration. C'est une déclaration qui, pour le moment, est déjà soutenue de manière officielle par 118 pays de par le monde. Cette déclaration a été lancée en 2015 et elle encourage tous les États qui se joignent à cette déclaration à prendre des mesures concrètes pour assurer la protection et l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants en temps de conflit. La plupart des pays de la région Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont déjà approuvé cette déclaration, démontrant ainsi un engagement fort à mieux protéger les étudiants, le personnel et les établissements en temps de conflit. Également, les gouvernements de la région travaillent à la mise en œuvre de cette déclaration. C'est bien évidemment de soutenir cette déclaration, mais il faut la mettre en œuvre et c'est là qu'on voit des défis qui sont très importants. Je tiens à remercier M. Kanté, encore une fois, qui vient d'expliquer en détail ce qui a été fait au Mali pour mettre en œuvre, ce qui est fait au Mali pour mettre en œuvre cette déclaration. Je souhaiterais apporter quelques exemples de plus concernant certains pays dans la région. Au Nigeria, où aussi les attaques contre l'éducation sont fréquentes, le ministère de la Défense a lancé un manuel sur la déclaration sur la sécurité dans les écoles à l'intention des agences de sécurité nigérianes et des institutions de défense des droits de l'homme en 2021. En s'inspirant des lignes directrices de la déclaration, le Nigeria a publié une politique nationale pour les écoles sûres, sécurisées, exemptes de violence. Et en décembre 2022, le gouvernement a adopté un plan national pour le financement d'écoles sûres. Le Cameroun est en train de créer un comité technique et de rédiger une feuille de route aussi pour la mise en œuvre de la déclaration. Au Burkina Faso, il y a seulement quelques semaines, le gouvernement a mis en place un comité de pilotage pour superviser la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles, composé des ministères concernés, d'organisations de la société civile, ainsi que de représentants des étudiants. Et comme nous l'avons vu au début de ce webinaire, il est très important d'entendre les étudiants eux-mêmes et les étudiantes elles-mêmes pour la mise en œuvre de cette déclaration. Donc, la GCPA salue les mesures importantes prises par beaucoup de gouvernements dans la région pour mettre en œuvre les engagements de la déclaration de manière concrète et pour protéger l'éducation contre les attaques. GCPA, dans les mois à venir, nous allons organiser un atelier pour les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale dans le cadre du réseau de mise en œuvre de la déclaration. Et cet atelier sera l'occasion justement de partager des expériences concrètes de mise en œuvre de la déclaration dans plusieurs pays dans la région et de voir comment on peut stimuler une coopération régionale pour la protection de l'éducation contre les attaques. Pour conclure, je voudrais dire que le cadre CCSF qui est lancé aujourd'hui est vraiment aligné avec la déclaration sur la sécurité contre la sécurité dans les écoles. Et nous voyons le cadre CCSF et la déclaration comme deux cadres qui se complètent pour assurer une meilleure sécurité de tous les écoliers, de toutes les écolières et de tout le personnel enseignant. Le GCPA s'engage à faire progresser le cadre global de la sécurité scolaire 2002-2030 et aussi est un membre actif de GADRES. Cette collaboration entre les deux organisations a le potentiel de renforcer la sécurité dans les écoles, car les conflits armés et les dangers sont fréquemment interconnectés, comme nous l'avons entendu de la part d'autres panélistes. Et ce cadre global permet de renforcer de manière holistique la sécurité dans les écoles. Nous nous joignons donc à l'appel urgent lancé au gouvernement, aux donateurs, aux agences multilatérales, aux organisations de la sécurité civile et au secteur privé pour qu'ils approuvent le cadre CCSF et s'engagent à le mettre en œuvre. Le GCPA est prêt à renforcer cette collaboration pour promouvoir une approche globale de la sécurité dans les écoles qui est particulièrement pertinente pour la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie.
Merci à vous, Michel. Merci pour votre intervention. Je retiens une phrase que vous avez soulignée, très importante. Ces attaques marquent la fin du cursus scolaire pour des milliers, parfois des millions d'enfants dans notre contexte. La question maintenant, c'est quoi faire pour assurer le retour de ces enfants vers le milieu scolaire. Donc voilà, vous avez aussi fait appel à approuver la déclaration des écoles sûres et à rejoindre les 118 pays qui ont déjà approuvé la déclaration. Et également, merci beaucoup, Michel, pour le partage de ces bonnes pratiques qui, bien sûr, feront partie des discussions dans certains pays afin de continuer l'amélioration ou plutôt l'assurance de la sécurité dans les écoles dans la totalité des pays de la région. Merci encore. L'engagement et l'alignement des bailleurs humanitaires et développement est sans doute clé pour la mise en œuvre efficace du cadre global à travers l'appui soutenu au gouvernement pour faire face aux défis existants mentionnés auparavant tout au long du webinaire. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir une intervention du Fonds Éducation sans délai, mieux connu comme ECW. C'est un enregistrement. Vous pouvez le mettre, s'il vous plaît. Merci. Honored to be here with you today and congratulate you and the Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the education sector for the great work and for producing the framework for comprehensive school safety. So congratulations to all of you for the great work you have done. And I don't need to go in to speak about the impact of climate change disasters that we see today. It's absolutely horrific, and it's reoccurring, and it's accelerating, and it's getting worse. So the framework is really adopted right on time. Let me say this, that as a global fund, in the UN for education in emerging and protracted crisis, of course, climate change and protection from climate change is a critical important component of our work. Yes, we deal with armed conflict. Yes, we deal with refugees or internally displaced, and many forcibly displaced are also displaced because of climate change. But climate change is also a big component of the kind of emergency and protracted crisis that we have to manage. So as many of you know, when Education Cannot Wait started, we had an estimated 72 million children and youth that were impacted either by conflict, forced displacement, or climate-induced disaster. And as you will have seen from our latest research, we're today speaking of 222 million. So we have the numbers have gone up to a shocking level where we all have to work together, and we need those frameworks upon which action can be taken and mobilized, and political support, and not the least funding, support host governments, support communities, and empower our colleagues on the ground to actually address the challenges. So when we look at the goals of the comprehensive school safety framework, we see three key goals here where we are absolutely aligned with you, and which makes us so eager to support and support and endorse the comprehensive school safety framework. Merci beaucoup, Madame Jasmine Sharif de ECW. Enfin, le troisième partenaire, nous rejoignons aujourd'hui est UNERR, l'Agence des Nations Unies chargée de la réduction des risques de catastrophe. Monsieur Hugh Benon est le chef adjoint du Bureau régional de l'Afrique pour la réduction des risques de catastrophe. It is my pleasure to deliver these remarks on behalf of the UN Office for Disaster Risk Reduction. My name is Hugh Benon, and I recently joined UNDRR's Regional Office for Africa as Deputy Chief. As you well know, West and Central Africa face some of the world's most complex challenges. Many communities live with the combined impacts of disaster events, environmental degradation, climate change, and conflict. These hazards have significant impacts on the education sector. They prevent thousands of children from attending a full year of school.
Across the region, countless schools are damaged, closed, and destroyed annually due to disasters. Damage to schools by disasters lead not only to the loss of lives of children and their teachers, but also to a loss of public investment in social infrastructure and interruptions to education. We know that these have lifelong personal, social, and economic implications. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction is the roadmap to make communities safer and more resilient. In adopting the Sendai Framework, Member States have committed to build, retrofit, maintain infrastructure and basic services, including school facilities, so that they are resilient to local risks. UNDRR's principles for resilient infrastructure provide clear guidance to implement this. The Sendai Framework also recognizes that schools must be at the forefront of a movement to bring about behavioral change and to create a culture of risk reduction. As the climate crisis escalates, decisions taken by future policymakers, engineers, business owners, community leaders, and every household must be based on an understanding of disaster risk. It is therefore clear that schools have a huge role to play in reducing disaster risk and building resilience. Schools must equip the decision makers and leaders of the future with the skills and knowledge for disaster risk reduction. This is why the Sendai Framework calls from all countries to include disaster risk reduction as part of school curriculums. Education is a fundamental right. It enables young people to achieve their full potential. It reduces vulnerabilities and lays the foundation for resilient societies today and into the future. The right to education does not stop when a disaster strikes. Every educational institution, regardless of its size or location, must plan for disasters to protect assets and provide uninterrupted education in the aftermath of a disaster. For these reasons, UNDRR promotes safe, equitable, and continuous access to quality education for all. We are delighted to support and endorse the commitments within the Comprehensive Safe School Framework 2022 to 2030. Thank you very much. Merci à M. Bénon pour son intervention qui était très importante pour mettre l'accent sur la dimension intersectorielle de la sécurité scolaire, notamment le lien entre l'éducation, la réduction des risques des catastrophes, les changements climatiques, la protection de l'enfance. Et nous avons tous œuvré ensemble. Maintenant, pour nos remarques finales, nous passons la parole à Mme Tomoko Shibuya, conseillère régionale d'éducation au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui clôturera par un appel à l'action pour nous tous, puis nous passerons à la séance de questions-réponses. À vous la parole. Chers représentants, ministériels, chers partenaires, chers experts et collègues, chers participants, mesdames et messieurs, je suis honorée de prendre part au lancement d'un cadre pour la sécurité et le bien-être de nos enfants à l'école, un enjeu très critique pour notre région, ainsi que pour la continuité des lieux d'éducation et apprentissage. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la contribution majeure des partenaires et intervenants qui se sont exprimés. Et merci pour votre participation, votre engagement et votre leadership afin de placer la sécurité scolaire et la résilience au centre de l'avenir du secteur. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et notre partenaire ont tous reconnu l'importance des efforts à accomplir pour atteindre les objectifs du cadre global pour la sécurité scolaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur Coustier, vous avez salué les efforts de tous les membres des GADRES, dont l'UNICEF, pour accompagner les gouvernements et la société civile dans la région. Permettez-moi de partager quelques réflexions et des éléments de contextualisation dans notre région à la lumière des crises récentes et récurrentes. Nous savons tous que l'Afrique de l'Ouest et du Centre détient le triste record de déscolarisation au niveau mondial. 57 millions d'enfants seraient déscolarisés, soit plus d'un enfant sur 4 au niveau global. Et c'est alors que notre région ne compte que 13% des enfants d'âge scolaire. Donc, les conflits multiples récurrents sont en partie responsables. Aujourd'hui, plus de 13 000 écoles sont fermées dans la région,
à cause d'attaques par le groupe armé non étatique, d'occupation par les forces armées, du climat d'insécurité, des menaces directes et la peur des enfants, des familles, des enseignants et des communautés. L'instabilité politique est également légion. Ces dernières années, les régimes démocratiques ont été suspendus dans 5 pays, créant de l'incertitude en matière de gouvernance et de fourniture de services sociaux de base. Et dernièrement, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est enfin une région frappée plus que d'autres par l'impact des changements climatiques. Outre qu'il alimente les conflits, le changement climatique rend inutilisable bon nombre d'écoles alors que les rythmes des sécheresses et des inondations s'intensifient. Un phénomène qui amplifie également les migrations. La région compte plus de 8,3 millions de personnes déplacées internes et plus de 1,7 million de réfugiés aujourd'hui. Ces crises ont un impact direct et sévère sur l'éducation. Nous devons garder à l'esprit qu'un enfant déscolarisé est non seulement privé d'enseignement et d'apprentissage, mais aussi exposé à de multiples risques, dont le mariage et les grossesses précoces pour les filles et les recrutements forcés par le groupe armé pour les garçons. C'est simplement inacceptable. Mais la résilience éducative concerne aussi ceux qui sont à l'école, permettant de lui assurer une plus grande continuité éducative et donc de meilleurs résultats d'apprentissage. N'oublions pas que 9 enfants sur 10 en Afrique subsaharienne sont incapables de lire et comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans. Dans un contexte aussi délétère, le cadre global de sécurité scolaire est d'une importance critique car il offre un cap et un cadre d'action pour se préparer à améliorer la continuité éducative et la résilience des systèmes. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à des situations très délicates au Sahel central, dont la crise s'étend maintenant aux 5 pays voisins du Golfe de Guinée, autour des bassins du lac Tchad, à l'est de la RDC, et maintenant avec la crise du Soudan qui déborde sur le Tchad et la République de Centrafrique, exacerbant des situations déjà notoirement précaires. En tant qu'UNICEF, nous suivons ces situations de près et avec nos partenaires, nos équipes de terrain font tout le possible pour soutenir le ministère, les communautés et les enfants pour assurer un accès sécurisé à l'enseignement. Le défi est de continuer à encourager tous nos partenaires, gouvernements et autres parties prenantes pour que l'apprentissage des enfants reste une priorité pour protéger l'éducation, pour la mettre au cœur des enjeux quand des pays si fragiles font face à de tels chocs. Nous aspirons à ce que des alliances critiques comme la GATRES viennent nourrir le dialogue, renforcer l'action et mieux nous outiller pour mieux convaincre et mobiliser autour de la réalité suivante. L'apprentissage des enfants, en particulier en temps de crise, est vital, pas seulement pour les enfants et les communautés, mais aussi pour le développement économique, la cohésion sociale et la stabilité du pays. Le sommet global pour la transformation de l'éducation, qui a eu lieu l'année passée, a été un excellent levier pour l'UNICEF, l'UNESCO, la Banque mondiale et de multiples autres partenaires pour lancer un engagement conjoint pour l'action en faveur de l'éducation en situation de crise, pour transformer le système éducatif et renforcer leur résilience. Ceci souligne à quel point l'adoption du cadre global de sécurité scolaire et l'engagement de l'intégrer aux politiques, programmes et plans d'action nationaux sont primordiaux et nous suivrons de près le respect de ces engagements au niveau national. Pour l'heure, en tant qu'UNICEF et au nom des GATRES, permettez-moi de remercier chacun de vous pour votre implication dans ces partenariats renouvelés. Merci pour vos engagements et vos efforts pour rendre les écoles sûres, pour protéger la vie des enfants,
liées aux apprentissages et liées au bien-être. Merci de votre volonté d'intégrer la réduction des risques et la programmation de la résilience au secteur éducatif, d'atténuer les effets du changement climatique, et merci pour votre contribution à la cohésion sociale à travers l'éducation. C'est en temps solidaire et volontaire qu'ensemble, nous ferons la différence pour les enfants et les écoles de notre région. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Tomoko. Et à l'UNICEF, au serment de clôture du webinaire du lancement régional du cadre global pour la sécurité scolaire 2022-2030. Nous disposons à présent de exactement 7 minutes, environ 7 minutes, on va dire, pour une brève séance de questions-réponses. Je vais d'abord laisser la parole à notre modérateur du Q&A de cette séance de questions-réponses, qui va nous partager donc certaines questions recueillies à travers la boîte Q&A que vous avez eu l'opportunité d'utiliser tout au long du jour. À vous la parole, Yaya. Merci. Yaya. Ou Daouda. En attendant, je vous invite à lever la main, chers participants, si vous avez des témoignages ou des expériences à nous partager en matière de sécurité scolaire. Bonsoir, chers Oui, participants. Nous avons eu beaucoup de questions, des commentaires, une demande d'appui venant des participants de différents horizons. Alors, on a recensé quelques questions que nous voudrions partager pour des réponses, parce qu'il y en a beaucoup et le temps ne permet plus pour que toutes les questions obtiennent des réponses. Première question qui vient de Tengade François Nyada. Il demande quelles sont les stratégies mises en œuvre pour obtenir des pays membres une augmentation des financements de l'éducation dans ce contexte où le financement des souverainetés nationales prennent le dessus dans la plupart des pays du Sahel central et d'Afrique du Centre. Il y a Mamadou Sawadogo qui a posé une question relative à l'intervention de Madame Tou. Et c'est relative à la présence des agents de sécurité dans les domaines scolaires. Alors, Mamadou Sawadogo voudrait savoir, est-ce que cette présence d'agents de sécurité au niveau scolaire ne crée pas d'ennui aux apprenants? Il y a Djamoueleni Onadja qui aussi demande à Madame Tou, qu'en est-il des mesures prises dans les zones à fort défi sécuritaire vu que le Togo est frappé par les phénomènes d'insécurité, surtout à la frontière avec le Burkina Faso? Ça, c'est 3 questions. Leandro? Oui, merci, Dauda. Je pense qu'on peut passer la parole à Madame Tou du Togo. Leandro, vous êtes là? Oui, Dauda. Tu m'entends? Madame Tou, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, merci. Mon micro est fermé. Les agents de sécurité, les agents ne sont pas à l'intérieur de l'école, ils sont à l'extérieur, ils sont au portail. Donc, ils ne sont pas avec les élèves en classe. Pour la zone du nord, là où on a eu les attaques, ce ne sont pas les écoles qui ont été attaquées, ce sont les zones même qui ont été attaquées. Mais le gouvernement a pris des dispositions pour déplacer les élèves, les enfants, dans des zones sécurisées où ils ont pu continuer leurs études. Donc, les écoles n'ont pas été directement attaquées par les terroristes. Donc, c'est dans la zone, mais les écoles ont été touchées parce que avec les terroristes, il n'y a pas des cibles, disons des cibles. Ils sont là dans la zone. Donc, comme ça a été comme ça, le gouvernement a déplacé les élèves dans d'autres zones. Il y a même eu des enseignants qui ont pratiqué l'éducation en classe jumelée pour pouvoir accueillir ces élèves qui venaient des zones non sécurisées. Merci. Merci à vous, Madame Tou, pour ces éclaircissements de la part du Togo.
David, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On a quelques Oui, minutes il y a d'autres questions. Oui. Il y a d'autres questions. Il y a Mme Dey Aram Sam qui demande est-ce que le CCF fait du mentorship pour encadrer les enseignants et professeurs à agir dans le cadre de la sécurité des jeunes enseignants ou de l'enseignement qui leur est procuré. Et il y a David Biloko qui demande dans nos pays, l'attaque contre les écoles est souvent faite par des groupes armés et malheureusement, nous n'avons pas d'interaction directe avec ces groupes armés. Comment est-ce que la GCPA peut-il appuyer les organisations dans les plaidoyers et la sensibilisation auprès des groupes armés? Et Jay Misonga qui pose une question à M. Kanté du Mali. Comment est-ce que les différents comités techniques à différents niveaux sont représentés au niveau des écoles? Et en d'autres termes, comment est-ce que les apprenants participent au travail de sécurisation de l'éducation? Leandro, la parole. Merci beaucoup, Daouda. Je pense que la question sur le CSSM va être plutôt adressée à David. Si tu as des éléments de réponse pour la première question. Oui, évidemment, nous essaierons de donner plus de détails dans le rapport du webinaire, comme indiqué dans le chat. Mais en bref, GADRES a une vingtaine d'organisations membres qui travaillent au plus proche des communautés et des écoles. Et c'est à travers le travail de ces membres que dans différents pays, il y a des projets qui visent à renforcer la capacité des enseignants, à mettre en place des plans de contingence dans les écoles, d'inclure la thématique de la réduction des risques dans les programmes scolaires. Donc, GADRES travaille plutôt à établir des normes et un cadre au niveau global qui ensuite est traduit en pratique avec les partenaires sur place, sur le terrain, avec les ministères et bien sûr les élèves et les étudiants. Merci beaucoup, David, très clair. La deuxième question, peut-être adressée à GCPA. Michel, vous aurez quelques éléments de réponse pour la deuxième question par rapport à l'interaction avec on va dire, les groupes armés non étatiques, plutôt une espèce de processus d'accueil de négociation avec ces groupes afin de protéger les écoles. Oui, je pense que c'est une excellente question et une question que GCPA se pose dans le sens où la déclaration dont j'ai parlé est une déclaration qui est soutenue par les États, mais dans beaucoup de contextes, les attaques contre les écoles sont perpétuées en fait par les groupes armés non étatiques. L'Afrique de l'Ouest et du Centre est une illustration de cela. GCPA vient de publier un rapport qui a été lancé la semaine dernière, justement sur comment peut-on avoir un engagement constructif avec ces groupes armés non étatiques pour faire en sorte qu'ils prennent mieux en considération la protection de l'éducation. C'est évidemment quelque chose qui est une problématique complexe. Le rapport analyse les différents ressorts qui amènent ces différentes raisons qui amènent ces groupes armés à s'en prendre à l'éducation. Et il faut sans doute travailler sur ces raisons-là pour faire en sorte que l'éducation soit mieux protégée. Je vais mettre dans le chat le lien pour ce rapport, mais il n'y a pas une réponse malheureusement facile, il n'y a pas une réponse, disons, il n'y a pas une recette magique pour cela. Je pense que c'est un engagement qui est nécessaire sur le long terme. C'est un engagement qui doit prendre en compte certaines des raisons profondes qui amènent ces groupes armés à s'en prendre malheureusement à l'éducation et de voir comment on peut les convaincre de préserver l'éducation, car l'éducation doit être préservée à tout prix dans les situations de conflit. Et comme on l'a rappelé au cours de ce webinaire, dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, des centaines de milliers d'enfants sont privés de leur éducation à cause de ces attaques-là. Merci. Merci beaucoup, Michel. J'allais justement proposer le partage de ces liens. Je vois que vous l'avez déjà prévu. Merci. Nous sommes désolés, c'est le moment de clôturer notre webinaire.
Merci à tous pour vos témoignages. Je tiens à remercier tous nos intervenants ainsi que vous, les participants, pour votre temps et pour votre engagement en faveur de la sécurité scolaire, des droits des enfants et de la résilience dans le secteur de l'éducation. Pour ceux d'entre vous qui se demandent quelles sont les prochaines étapes, nous vous invitons à vous inscrire au webinaire anglais-portugais demain à la même heure. Vous pouvez trouver quelques liens à ce sujet. Et surtout, nous vous encourageons à travailler au sein de vos propres organisations, que ce soit au niveau régional, national ou local, pour promouvoir la sécurité scolaire. Nous reviendrons bientôt vers vous avec l'enregistrement et toutes les informations relatives au webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci à vous aussi. Oui, merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À la prochaine. Grand merci à tous les intervenants et à tous les participants également. Merci.